Je m'appelle Nicolas Pastorino, je bosse chez Easy Systems depuis 8 ans, qui est l'éditeur derrière Easy Publish, une entreprise basée en Norvège, initialement créée en 99, qui est aujourd'hui spécialiste de la gestion de contenu et de la gestion d'expérience utilisateur en ligne. On fait un produit qui s'appelle Easy Publish et qui a énormément évolué dans les 2 années passées. Aujourd'hui, on a la version Easy Publish 5 et c'est de celle-là dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. Alors, je voulais juste m'assurer d'une petite chose au départ. Je pense qu'on a tous appris quelque chose au départ, dans notre passé en tout cas. C'est ça. J'espère qu'on est assez d'accord sur ce postulat de départ. Ceci n'est pas une pipe. Voilà. Merci Magritte. Alors, qu'est-ce qui ici dans l'audience a utilisé Easy Publish 3 ou 4 déjà? Ah oui. Ok. Bon. Je vais m'atteler à déconstruire ce que vous avez fait. Voilà. Alors, Easy Publish 4, dans un tableau, un peu dans un musée. J'ai pas trouvé de tableau super bien, donc j'ai fait un petit fond à la keynote, hein, on fait ce qu'on peut. Alors, ceci n'est pas Easy Publish. Okay. Enfin, ceci n'est plus Easy Publish en tout cas. Ça a beaucoup changé, je vais vous présenter ce qui s'est passé aujourd'hui dans les 2 années passées. Et notamment autour de Symfony, parce que je pense que beaucoup d'entre vous maîtrisent Symfony sur le bout des doigts. Alors qu'est-ce que c'est qu'Easy Publish 5 sur un slide? Le challenge, Easy Publish 5 en un slide. Et ben en fait, c'est juste une application Symfony 2 standard, dans laquelle on a une structure de répertoire standard. Il y a juste un petit tweak, c'est que le répertoire app s'appelle Easy Publish, ce qui ne porte pas beaucoup à conséquence. Le reste est 100% standard. J'ai oublié de dire, il faut m'interrompre à n'importe quel instant si vous avez une question, une remarque. J'aimerais bien que le talk soit un peu interactif. La suite, c'est qu'on a, à côté de ça, des bundles qui représentent ce qu'est Easy Publish aujourd'hui, dans lesquels on a des API PHP de gestion de contenu, gestion d'expérience utilisateur. On a des API REST qui mirrorent d'ailleurs de très près des API PHP pour des raisons de sémantique et d'expérience, de développeur expérience, qui sont dans le répertoire vendor Easy Systems Easy Publish kernel. Donc c'est vraiment le noyau, notre cœur de métier, le noyau de notre application, le noyau de l'application Easy Publish 5, qui, je le rappelle, est une application Symfony 2 standard. Et en plus de ça, on a un 3e élément, c'est un back-office pour gérer le contenu. Donc pour gérer des contenus, pour créer, pour éditer, pour supprimer, pour modifier, pour déplacer, pour structurer dans un arbre, pour structurer la taxonomie du contenu, pour taguer, faire ce qu'on a besoin de faire en général quand on fait du contenu professionnel. Voilà, c'est ça Easy Publish 5. C'est passé... Ça y est. Voilà. Pas très compliqué. Alors comment on est arrivé là? C'était un peu la fin, j'ai commencé par la fin. Comment on y est arrivé? On est parti d'une application dite Legacy, c'est une application qu'on a développée pendant 10 ans, Easy Publish 3 et 4, sur une architecture qui a duré 10 ans. Comment on l'a transformée pour en faire une application Symfony? Alors, on a eu ces étincelles au départ, on a voulu se concentrer sur notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est la gestion de contenu, historiquement, et la gestion d'expérience utilisateur. C'est-à-dire pouvoir fournir un produit qui permet de créer des services en ligne, des plateformes en ligne basées sur du contenu, mais plus que ça. Donc créer du contenu, le délivrer sur plusieurs canaux, l'optimiser et intégrer tout ça dans un produit qui permet à des gens non techniques de maintenir, de faire vivre et de faire évoluer une plateforme de business en ligne. On voulait aussi de la scalabilité. Alors, je ne sais pas si c'est très français comme terme, mais j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Pouvoir mettre à l'échelle de manière horizontale, qu'on n'ait pas à refaire le cœur d'une application à partir du moment où on a une charge qu'on n'avait pas prévue. Donc on voulait une architecture qui soit scalable, horizontalement. On voulait une architecture qui soit durable. La précédente a duré 10 ans. Je trouve ça, c'est assez dingue dans le monde du software, ça évolue tellement vite, et plus on avance, plus on évolue vite, plus on a du volume de data qui arrive à traiter, à processer, à mettre en correspondance les unes avec les autres. On voulait quand même prendre le pari d'avoir une architecture qui va durer peut-être que 5 ans cette fois-ci, mais qu'on puisse construire des choses dessus. Donc construire notre socle, et on voulait continuer à vivifier la communauté Easy Publish, et surtout prendre contact avec une ou des communautés externes dans notre monde du web développement qui soient vives elles aussi. On avait des prérequis techniques.
Le premier était l'intégration simple de notre API. Donc notre API, c'est le PHP et le REST dont je vous ai parlé, qui représente le cœur de notre métier. Ce avec quoi on va, en tant que développeur, on va créer des applications, on va manipuler du contenu, on va délivrer du contenu, l'optimiser, etc., le faire vivre. Depuis du PHP ou depuis du REST, ce qui est fort utile quand on fait du multicanal, du mobile ou de l'intégration des applications tierces. On voulait un modèle HMVC, une stack HMVC. On a pris ce parti-là, on pensait que c'était une approche nettement plus clean que ce qu'on faisait avant, où le MVC chez nous était une notion empirique, disons. On a commencé il y a 10 ans avec le MVC, très empirique, on découplait pas la vue, dans la vue il y avait beaucoup de logique, et ça a amené à plein de problèmes. Typiquement, on pouvait fetcher du contenu depuis une fonction fetch dans un template. Voilà, je n'ai peut-être pas besoin d'en dire beaucoup plus. On voulait des composants découplés, pour les éjecter quand on n'en a pas besoin, pour utiliser que ce dont on a besoin, pour être agile et modulaire. On voulait utiliser un système d'injection de dépendance. Aussi, un nouveau moteur de template, puisque notre ancien était custom, basé sur Smarty, plus ou moins, mais complètement custom, ce qui pose des problèmes simplement d'apprentissage. Seulement les gens qui connaissaient Easy Publish pouvaient apprendre le langage de template. Il y avait beaucoup moins d'aide entre les gens de diverses solutions qui utiliseraient le même moteur template. On voulait changer ça, et on voulait aussi coller à notre credo qui date de 1999, c'est-à-dire avoir une boîte et un software qui soit extensible, ouvert et fiable. C'est-à-dire que psychologiquement, on a dû se préparer à abandonner le monolithe qu'on avait créé pendant 10 ans. Ça a été dur, hein, mais on l'a fait. Donc avant, c'était un peu ça, si on schématise, quoi. Voilà, et on a voulu passer à quelque chose du style de ça, des petits composants qu'on empile et on fait plein de trucs différents. Alors je m'excuse d'avance aux gens qui ne sont pas des Apple fanboys, ce slide ne vient pas de moi. C'est un de mes collègues qui a présenté ça, qui a piqué un de ses slides de Symfony Hypernet, lui qui est férocement Apple fanboy. J'ai un MacBook Pro, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, comme beaucoup de choses, ça commence dans un bar, où en général on dessine sur une nappe ce qu'on veut faire, puis ça devient l'architecture du produit. Ben là, c'était pareil. On n'a pas fait exception à la règle. Donc, on était à Lisbonne en février 2012, on avait conçu notre API, PHP, REST, solide, testé, extensible. On était bien content de ça, par contre, il fallait la mettre quelque part. Il fallait la mettre dans un framework, on voulait un nouveau framework qui répondait à tous les critères techniques que j'ai énoncés. Et c'est là qu'on a envisagé les options qu'on avait. La première, c'était de faire maison, donc refaire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire ce qu'on considérait finalement comme être une erreur. Une erreur en termes de maintenabilité, pas de partage de connaissances avec d'autres communautés, difficile à documenter, on est les seuls moteurs, innovation réduite, bon. Il y en a qui le font, hein. À leur dépend. L'autre option, c'était Zeta Components. On a un lien un peu historique avec ce framework-là, puisqu'on l'avait initié. Easy l'avait initié il y a longtemps. 7 ans, je crois. C'est comme ça. Développé par des gens comme Derek Reitan, Sebastian Bergman, Tobias Schlitt, etc., qui avaient fait un super boulot, puis finalement il a arrêté d'être maintenu, et il s'est arrêté en 2007, en 2008. Hein. En termes de conception, on n'avait pas d'injection de dépendance, on avait un moteur template qui était encore une fois custom, qui n'était pas partagé avec d'autres frameworks. Donc il y avait pas mal de freins à l'adoption de ce projet-là, qui a été au passage, vous le savez peut-être, qui a quitté la fondation Apache il y a à peu près un an de ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses très bien là-dedans, il y a des choses exceptionnelles dans ce framework-là, notamment le composant de workflow, qui reste une des références aujourd'hui, je pense. Zen Framework 2, à l'époque où on faisait ce choix-là, ce benchmark-là, il était même pas réalisé, extrêmement jeune, et de ce qu'on avait vu, nous, de Zen Framework 1, je pense pas me tromper en disant qu'il ne doit pas y avoir trop de fanboys de Zen Framework ici, mais on n'était pas vraiment, c'était pas engageant pour nous, en termes de pari sur le futur et d'évolution et de projection. Et par contre, il y avait un petit gars là qui était bon, qui satisfaisait la plupart des critères, qui s'appelait Symfony 2. On n'a pas hésité très longtemps à dire je pense que c'est notre pote. On y va. Donc ça, c'était l'euphorie du début, dans un bar, je vous rappelle, tout ça, à Lisbonne, il faisait chaud, alors qu'on était en février, il faisait moins 15 ici, ça pleuvait, donc Lisbonne, il faisait beau. C'était l'euphorie, puis après les problèmes ont commencé. Et on a un petit discours, c'est une transcription exacte, hein, bien sûr, ce qui s'est passé chez nous. On est dans le bureau des développeurs, là, et puis il y a le product manager qui frappe à la porte et qui dit « Salut, c'est le product management ». Donc les développeurs font mine de pas entendre, comme chaque fois que le product management tape à leur porte.
Project Management, on voudrait parler de backward compatibility. Et là, on a compris que ça commençait à mal se passer, quoi. Donc c'est comme ça que c'est parti. On avait un gros problème qui arrivait, on a un petit peu repoussé. Et Project Management a dit, voilà typiquement nos objectifs. On aimerait faire en sorte que toutes les données que les gens ont stockées pendant 10 ans dans EasyPublish 3 ou 4 restent compatibles avec EasyPublish 5. Là, il y a une première larme qui a commencé à couler sur nos joues. Et ensuite, on aimerait aussi pouvoir inclure les templates que les gens pendant 10 ans ont développés sur EasyPublish 3, EasyPublish 4 dans EasyPublish 5. Donc là, il y avait une deuxième larme du même œil qui commençait à couler. On voudrait aussi que le routage fonctionne dans EasyPublish 5, donc Symfony, framework standard, et qu'on fallback sur ce qui était fait dans EasyPublish. Donc c'est soit des modules custom, soit des URL de contenu, des frames d'URL qui fallback sur les modules de visualisation de contenu. Donc là, il n'y avait plus de larmes, c'était stoïcisme total. On voudrait aussi charger les templates de contenu legacy sur la base des règles legacy. Alors ça, c'est, je pense, par la personne, en tout cas. C'est le concept d'override de template. Je sais qu'il y en a qui ça parle. L'idée, c'était dans EasyPublish 4, on a répercuté ça dans Symfony maintenant, de dire qu'un contenu s'affiche différemment suivant le contexte dans lequel il est chargé. Où on a 40 articles, mais il y en a un qui va s'afficher différemment. Ou les articles dans une section spécifique vont s'afficher avec une couleur spécifique. Voilà, des exemples simples. C'est ce qu'on appelle le concept d'override. On voulait répliquer ce concept-là dans EasyPublish 5, donc au sein de Symfony. Donc ça commençait à faire 4 points, là, c'est lourd. Et il y en avait 2 en plus. On voudrait que les réglages, parce qu'on avait évidemment des réglages dans EasyPublish 4, fonctionnent dans EasyPublish 4 aussi, soient mirrorés entre Symfony, enfin l'application Symfony et EasyPublish 4. Et évidemment, on avait choisi Symfony pour Dependency Injection Container, la possibilité d'avoir ces modules custom, d'utiliser des modèles externes et d'injecter des services comme ça. On voudrait pouvoir les utiliser dans les modules legacy, c'est-à-dire dans ce qu'on faisait il y a longtemps, quoi. Ça, c'était un peu pour peindre le tableau. Donc là, je pense qu'il y a eu 2 semaines de congé maladie dans l'ingénierie. Puis ils sont revenus vaillants, quoi. Ça, c'était avant le congé maladie. Voilà. Et ça s'est transformé plus haut niveau en une story, tout le monde connaît Scrum j'imagine, donc on fait des stories, des user stories, il y a plein de variantes. Project Management a dit, en gros, je vous résume le truc, je vous résume le slide, en tant qu'utilisateur d'EasyPublish, 3 et 4, j'aimerais pas être trop... je suis enregistré, je ne vais pas pouvoir dire le mot, mais embêté par une nouvelle version d'EasyPublish. Je vais pouvoir continuer ma vie de développeur, migrer tranquillement, etc. Donc ça résumait effectivement le tout. L'ingénieur a dit c'est bon, challenge accepted à la Barney, c'était fait, c'était parti. Donc ça c'était il y a presque un peu plus d'1 an que ça. Donc la première technique qu'ils ont trouvée, c'était de dire, il y a plein de choses qu'on a vues dans la liste des prérequis qui sont liées au code qui était exécuté dans EasyPublish 4, code des modules, gestion des réglages, etc. On aimerait pouvoir le répliquer dans EasyPublish 5, comment on fait? Si on essaye de trouver une solution ultime, un peu la silver bullet, qui permettrait de faire tout ça. Ça a été de sandboxer le code legacy, c'est-à-dire de permettre à du code legacy, EasyPublish 4, de s'exécuter dans le contexte, de l'appeler depuis le contexte Symfony, contexte 5, et d'en récupérer les résultats depuis ce même contexte-là. Donc on a réfléchi un petit moment, parce que c'était quand même le gros challenge. On s'est dit peut-être qu'une closure, ça va marcher. Si vous utilisez les fonctionnalités sympas de PHP. Et en termes de code, c'est à cette tête-là. C'est pas long, hein, mais ça met du temps à construire ce genre de truc. Là, on est dans un contexte d'un contrôleur Symfony, par exemple, où on appelle le legacy kernel, donc on boot le kernel EasyPublish 4, et ensuite on exécute quelque chose, le callback, qu'on encapsule dans une fonction anonyme, fonction lambda, et à l'intérieur de cette fonction-là, on est dans le contexte EasyPublish 4, c'est-à-dire qu'on a accès à l'API EasyPublish 4, on a accès au réglage EasyPublish 4, à tout ce qu'on avait avant. Mais on l'a bien sandboxé, donc typiquement, ici, dans ce cas-là, on appelle un template legacy, donc qui se termine en .tpl, écrit dans l'ancien langage qui ressemble un peu à Smarty, et on récupère l'HTML. Autre exemple du fallback, donc la requête entrante à gauche, la partie basse bleue c'est la C5, EasyPublish 4 c'est en haut. Donc au niveau du routage on peut tout de suite fallbacker, donc là on a joué au niveau du routeur Symfony, c'est là qu'on a bossé avec le Symfony CMF aussi pour travailler sur le chain router, on a contribué dans un sens et dans l'autre.
Une fois qu'on a passé le fallback sur les routes, au niveau des contrôleurs et du nouveau moteur template, on a dit qu'on voulait pouvoir embarquer des anciens templates dans Twig, concrètement. Donc c'est là qu'on a aussi des nouvelles lignes de fallback qui tombent sur le 4. Alors quel est l'intérêt de ce truc-là? C'est que dans une optique de migration, on a développé un site complet sur la base de templates Easy Publish 4. Donc il y a parfois des centaines de templates dans un projet qui sont développés, qui a un boulot, un volume de travail important, donc un coût et un investissement important. C'est de pouvoir le réutiliser, de capitaliser sur ça par ce petit trick d'une closure qu'on utilise à plein d'endroits dans nos contrôleurs pour capitaliser sur le travail qui est fait. Alors c'est un peu reculer pour mieux sauter pour ces gens qui migrent, parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être vouloir utiliser Twig à 100%, donc migrer leur code, mais on leur donne un petit buffer temps, donc un petit buffer budget aussi pour le faire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ouais. Et vu d'un peu plus haut, l'architecture d'Easy Publish 5, c'est une architecture double cœur, dual core, où sur la partie gauche, on a ce qu'on appelle le LS, donc c'est le Legacy Stack. Donc il y a un stack 100% monolithique comme vous le voyez, avec des petites couches au-dessus, mais pas beaucoup. Et à droite, on a le Stack 5, qui est proprement découpé en couches. Donc ça, c'est tout le travail de réarchitecture du soft pendant plus d'1 an, qu'on a voulu faire fonctionner avec le Legacy Stack, comme je vous l'ai montré par les différentes méthodes que je vous ai évoquées juste avant. L'architecture en couche, sans vous refaire trop de théorie, les intérêts principaux sont des services avec des interfaces complètement identifiées, c'est-à-dire à l'intérieur desquels on fait ce qu'on veut, c'est du privé. Par contre, les interfaces, on ne les touche pas. Et en termes de développeur expérience, quand on a une API publique qui est réglée, qui ne va pas bouger pendant 4, 5, 6 ans, moi, en tant que développeur, je suis assez serein sur le fait de développer un module que je vais pouvoir trimballer de projet au projet pendant 4, 5, 6 ans sans avoir à le réécrire. Je vais pouvoir aussi le contribuer à la communauté, parce qu'il va fonctionner pendant 4, 5, 6 ans, même si moi je sors de la communauté, que je ne le maintiens plus, il va être encore pérenne pendant quelques années. On a aussi, donc ça c'était pour l'API publique. Business Logic, c'est vraiment le kernel de gestion de contenu et d'expérience utilisateur. Et l'API de persistance, ça c'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans Easy Publish 4. Pourquoi on l'a intégré? Parce que par exemple Big Data, le fameux Big Data qui nous oblige à sortir du paradigme des bases de données relationnelles. Easy Publish 4, c'était que de la relationnelle. C'était MySQL, c'était Postgres, c'était un peu d'Oracle, c'était que ça. C'est-à-dire que brancher un Mongo, brancher un Couch ou brancher Solar en storage, c'était pas mission impossible, mais presque, quoi. Quasiment. C'est très compliqué. Avec une API de persistance, toutes les couches du dessus parlent à la couche jaune fluo et point barre. En dessous, on fait ce qu'on veut. Et on a des interfaces, un ensemble d'interfaces dédiées qui permettent de développer un driver qui va être compatible avec cette API de persistance. Aujourd'hui, on a développé un driver pour l'ancien schéma de base de données, pour garder la compatibilité de données qui était un des prérequis de départ. Mais on est en train de développer un nouveau système un nouveau schéma de base de données plus performant qui coupe un peu toutes les failles de l'ancien schéma de base de données Easy Publish 4. Puis un driver NoSQL. On est en train de bosser avec Couch, si je ne me trompe pas, en tout cas prototypé. Et puis c'est virtuellement extensible à l'infini, c'est-à-dire que tous les stockages en cloud peuvent être supportés aussi, puisqu'ils ont tous une API. Il suffit de la mapper avec notre API de persistance. Donc ça, c'est un mandat d'évolutivité sur le futur qu'on a voulu se donner, en structurant en couche l'architecture. Ce qui, on espère, va la rendre durable pendant à minima 5 ans. Une grosse cerise sur un petit gâteau, c'est que Easy Publish Legacy continue à fonctionner de manière indépendante. C'est-à-dire que demain, vous voulez préparer la migration, mais vous avez un budget minime pour... je parle par expérience, il y a plein de projets en Easy Publish 4 qui veulent envisager le futur, qui ont conscience de la puissance de Symfony 2. Nous, c'est full stack qu'on utilise, hein. C'est pas les composants, c'est full stack complet, donc on a intégré, tous les modèles se branchent, c'est transparent. Commencer à utiliser ça, ils peuvent intégrer leur Easy Publish 4 dans une structure d'Easy Publish 5, dans la partie Legacy, ça continuera à fonctionner. Et ils peuvent, sur des nouveaux développements, envisager l'utilisation de Twig, de Symfony 2, de bundles existants. Je fais un petit check temps. Et alors, on est dans le monde de l'open source et c'est le cœur de mon métier en fait. Moi, je gère la communauté chez Easy. J'ai un passé de développeur, d'ingénieur, ce qui fait que
Je suis encore très impliqué dans le développement du produit, mais ce qui m'intéresse presque par-dessus tout, c'est l'aspect communautaire. Et là, on parle de 2 communautés qui se rejoignent, 2 communautés qui sont actives. Je le confirme aujourd'hui. On avait fait d'autres Symfony Live, d'autres événements Symfony précédemment. La communauté Symfony est vive. Elle croît, elle est intéressante, elle est variée. Et ça, c'est top. De notre point de vue, la communauté Easy, c'est une communauté plus professionnelle parce que c'est un logiciel qui était traditionnellement plus compliqué à utiliser. Donc en gros, il y avait toute une logique presque pécuniaire d'investissement de temps pour apprendre les IPJ, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas une communauté énorme par rapport à la communauté de Symfony, il faut être réaliste. Mais c'est des gens qui peuvent apporter des choses différentes à la communauté de Symfony et vice-versa. C'est là qu'il y a peut-être un canal d'échange intéressant. Donc la famille Symfony s'agrandit, c'est beaucoup agrandi dans les 12 ou 18 mois passés. Parce que Drupal est là aussi, d'autres solutions telles que PHPBB ou Joomla envisagent l'utilisation d'eux. Et c'est top, c'est un point de rencontre, on partage des choses. On contribue, nous on a contribué à Symfony CMF, on a des gens qui ont contribué à ZPublish 5. Il y a des échanges de savoir et qui rendent les produits finaux tous meilleurs, clairement meilleurs. Donc il y a une notion de bien commun qui existe vraiment au sein de la communauté Symfony, on apprécie beaucoup ça. Donc des choses pour avoir partagé des événements comme ici. Je suis ravi de venir parler. On a sponsorisé l'événement parce qu'on adhère complètement à l'esprit. On fait la même chose de notre côté. Fin mai, on a une conférence à Montpellier sur des workshops sur EasyPublish 5, Symfony. Des concepts très similaires à ce qu'on a là. On a du code, on l'a déjà fait. Les retours, Symfony CMF, Symfony. Des bonnes pratiques. Je pense que tout le monde dans la salle est 100% pro et bosse quasiment au quotidien avec Symfony 2, fait des projets de taille et de criticité diverses et variées, donc accumule des bonnes pratiques et de l'expérience qui peuvent se partager en ligne, offline comme ici. Des connaissances et des outils. Aussi, on n'a peut-être pas les mêmes méthodes de développement logiciel, on n'utilise peut-être pas les mêmes outils, voilà, il y a des choses à échanger là-dessus. Alors nous, on est là, ça c'est la communauté Easy. Et sur Twitter, elle est aussi. Et nous, on sait où vous êtes. Je crois que je suis un peu en avance sur mon timing. Je voulais juste finir par une petite note philosophique qui essaie de résumer en un slide tout le talk. J'ai vraiment réfléchi longtemps, toute la nuit, pour trouver les mots, l'image, la métaphore qui va faire clac quoi. Et je voudrais citer une philosophe contemporaine qui a fait une sortie magistrale assez récemment. Et, ça va peut-être parler d'elle-même, elle s'appelle Nabila. Et elle nous a dit, je sais pas si vous l'avez vu, elle a dit plein de trucs, notamment, toi t'es une fille, t'as pas de cheveux, tout ça. Mais non mais allô, t'es développeur web et tu connais pas EasyPublish? Voilà, c'est un peu son message aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc c'est Nabila, philosophe, qui est web développeuse, hein, bien sûr, et qui a un copain qui fait du rap, je crois que j'ai suivi après son histoire, mais... Voilà, c'était ma petite présentation rapide, et merci pour votre attention, j'espère que vous avez des questions. Oui, juste par rapport à la roadmap sur EasyPublish 5, ouais. Où est-ce que ça en est et sur quel temps on s'inscrit? Alors la roadmap EasyPublish 5, en termes de rythme, déjà on est sur des releases entreprises tous les 6 mois, des builds communautaires tous les mois à peu près. Des fois on en saute un par manque de temps, mais c'est cette cadence-là. Version communautaire, c'est un snapshot du master de GitHub. Ça veut dire que c'est pas forcément testé et QA, mais c'est là où travaille la communauté et notre équipe d'ingénierie. Et la version entreprise, c'est tous les 6 mois avec une phase de QA dessus et packagé dans une souscription sur laquelle on a du support, on a accès à des fonctionnalités supplémentaires, etc. En termes de projection produit, la prochaine release entreprise, c'est mi-mai, la 5.1. La 5.0 était en mi-novembre l'année dernière. Voilà. Qu'est-ce qui est dans le pipeline? Une interface éditoriale, c'est-à-dire dédiée aux gens dont le métier est d'éditer du contenu, de l'optimiser. Donc ça peut être des journalistes, ça peut être des marketeurs en ligne, aussi donc dédié, simple, avec beaucoup de choses qui ont été enlevées par rapport à l'interface d'administration standard. Donc ça sera du Twig pur.
Donc vraiment, on commence à transférer l'intégralité des e-publish dans le domaine de Symfony 2. Le support NoSQL, ça c'est aussi dans le pipeline. Et une interface d'admin, donc Power Admin, avec configuration avancée, par exemple des workflows, etc., qui sera portée elle-même sur Twig aussi. Ça, c'est les grandes milestones. Et justement, le curseur entre le fonctionnel qui est sur le 4 et qui est sur le 5, je peux faire tourner EasyPublish 5 sans le côté legacy ? Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a besoin, on fallback encore sur certaines parties du kernel 4, ou certaines fonctionnalités du kernel 4, dont on a besoin pour faire tourner la 5. La version d'EasyPublish qui sera complètement indépendante de la 4 sera la 5.2, c'est-à-dire en novembre cette année. Voilà. Où là, on pourra détacher complètement l'aspect legacy. D'accord. Voilà. Merci. Ouais. Bonjour. Est-ce qu'il est prévu que le cœur d'EasyPublish soit monolithique ou plutôt explosé en bundles différents qu'on puisse réutiliser sur d'autres projets, mais sans forcément toute l'intégralité d'EasyPublish? C'est prévu qu'il soit sous un modèle de composants. De composants, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 bundles différents. Un qui encapsule, qui sandbox l'API, PHP et REST, et que ça, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre et l'utiliser ailleurs, moyennant que vous utilisez le repository de contenu d'EasyPublish, mais c'est identifié. On a un bundle qui encapsule le legacy, dont on va, avec le temps, se détacher au plus vite. Et je sais qu'on va je parlais d'interface éditoriale, qui est plus du graphique, mais qui sera quand même un bundle, parce qu'il y a de la fonctionnalité, des contrôleurs spécifiques pour faire de l'Ajax, etc., qui va être isolé en termes de bundle. On essaye de coller à toutes les bonnes pratiques qu'on a pu acquérir en échange avec l'intégralité de la communauté de Symfony ou avec Sensio, au mode de développement Symfony 2. Pour la réutilisation, pour prêter des bundles, etc. C'est ce que je disais sur le premier slide, EasyPublish 5, c'est une application Symfony, donc vous connaissez tous parfaitement, et des bundles, et un back-office. Et on veut continuer dans cette ligne-là. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, ça répond, oui. Mais du coup, après, je veux aller un peu plus loin. Du coup, est-ce que les bundles auront d'autres points d'entrée faciles pour pouvoir interagir avec EasyPublish ? Ça sera via l'API EasyPublish ou mon question, c'est EasyPublish va énormément produire du code qui va être, je pense, assez intéressant. Et justement, quelle sera l'attitude pour la communauté de pouvoir justement extraire ces portions de code pour pouvoir l'utiliser pour d'autres projets, en fait, sans forcément que ce soit flagué EasyPublish. C'est un peu tordu comme question, mais... Alors, je ne sais pas si ça va répondre, mais aujourd'hui, le code est open source, visible et disponible. C'est-à-dire que virtuellement, sur le dépôt GitHub, vous pouvez extraire ce qui vous intéresse et le réutiliser. Il y a juste un copyright ici dessus, donc tant que vous ne le rendez pas propriétaire pour le vendre, on reste dans les règles de bonne conduite de l'open source et ça fonctionne, quoi. C'est clair. Peut-être une autre façon de répondre à ta question, c'est que tout ce qu'on considère étant des points qui vont aider d'autres produits, d'autres projets comme Symfony CMF, on va tenter de le recontribuer. On n'a aucun intérêt, nous, à le garder pour nous. Les communautés, ensemble, maintiennent bien mieux un software qu'un éditeur tout seul. J'ai cru comprendre que l'interface d'administration n'était pas sous Symfony 2 du coup. C'est ça. Aujourd'hui, non. Et c'est prévu de la migrer ? C'est prévu de la migrer pour la 5.2. Ouais. Et donc de la migrer d'une part l'interface existante que vous connaissez peut-être, qui est hyper complète, et d'en extraire une interface purement éditoriale, beaucoup plus simple, mais qui est pour les éditeurs. Les gens qui vont devoir optimiser le contenu, créer le contenu, faire de l'A/B testing, etc. Ouais. 5.2. C'était... il y avait Hugo, pardon. Je l'ai vu derrière. Ma question sur la version de base de Symfony, je suppose que vous allez partir sur Symfony 2.3, ce qui sera la version supportée à long terme. Et est-ce qu'après, vous allez favoriser les migrations après vers les montées en version de Symfony 2.4, 2.5, vu qu'au fur et à mesure, on va intégrer de nouvelles versions, enfin des nouvelles fonctionnalités avec les montées en version de Symfony. Est-ce que vous allez rester sur la 2.3 parce que c'est la version supportée à long terme, ou est-ce que vous planifiez également de monter avec les versions de Symfony? Je ne sais pas si tu le sais ou pas. Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore vraiment tranchée. Aujourd'hui, on a un problème de synchronicité entre les roadmaps. La LTS sort 2.3 au moment où on sort notre Enterprise Edition.
Ce qui veut dire que dans le monde de Enterprise Edition, on utilisera la 2.2, et dans la 5.2 d'Easy Publish, on utilisera probablement la 2.3 qui sera la dernière LTS en date. Dans Community Project, je pense qu'on va migrer bien plus rapidement que ça. D'accord. Après, on pense, au niveau ingénierie, on pense tous qu'il est intéressant de suivre au plus près le rythme de release stable de Symfony. Donc on est parti sur la 2.2 dès qu'elle est arrivée, on avait migré en bêta, etc. Dans Community Project, je pense qu'on va rester sur ce rythme-là pour que toutes les fonctionnalités de Symfony 2 soient disponibles dans le package qu'on ship Easy Publish, quoi. On va essayer de faire ça. Okay. Mais c'est pas encore 100% tranché. Et dans l'optique où on voudrait commencer un développement maintenant, est-ce que vous avez des guidelines ou des garanties en fait pour qu'on puisse après mettre à jour la version d'Easy Publish sans problème quand on va avoir des nouvelles versions d'Enterprise? Sur un développement qui commencerait aujourd'hui, sur une version communautaire, par exemple, ou Enterprise. Ou Enterprise. Ce qui est certain, c'est que, d'ailleurs, dans quel monde que ce soit, le monde communautaire ou le monde Enterprise, on a une logique de simplification de la migration qui est existante, qui est systématique. Enfin, quand on réalise une version, on doit réaliser les guidelines de migration de la précédente. Ce qu'on fait aussi, c'est des guidelines de migration de la version communautaire aux versions Enterprise. Parce que c'est un cas d'utilisation qui est hyper courant chez nous. Des gens qui commencent un projet en Community Project, qui se rendent compte qu'ils ont besoin de support parce que c'est un projet critique, ou qu'ils ont besoin de telle fonctionnalité qui est disponible que dans Easy Market pour Enterprise Edition, donc ils migrent ensuite vers la plateforme entreprise. Et donc nous, on a des chemins de migration qu'on documente et qui sont disponibles. Ouais. Ça répond à la question? Ouais. Parfait, merci. Oui, une autre question. Quand on va avoir des problématiques de gestion de contenu, quand on a une application, quand on développe une application fonctionnelle, avec du fonctionnel qu'on a l'habitude de faire avec Symfony 2, on a généralement deux approches. Soit on a beaucoup de fonctionnels, beaucoup d'applicatifs, et avec un besoin de contenu qui reste assez limité à de la zone ou potentiellement de la gestion d'arbres ou autre, ainsi de suite. Et on a l'autre pan qui est avec une majorité de problématiques de gestion de contenu classique et dans laquelle on a besoin d'injecter du fonctionnel ou du métier très fort. Comment répond Easy à ces deux problématiques par rapport à Easy Publish 5? Easy Publish 5, c'est une application Symfony. C'est-à-dire que ça présente tout le serviciel, tout ce qu'on peut faire en serviciel, en business logic avec du Symfony 2 actuellement. Et c'est le couplage justement de mes bundles que j'ai l'habitude de faire moi applicativement, que je gère moi-même le routing avec la stack Symfony, avec le routeur Symfony. Comment je vais être capable, je prends un cas concret, d'avoir on prend le cas où sur ma homepage, qui est une homepage avec des blocs, je connais pas très bien le fonctionnel Easy, mais la gestion de contenu, oui, avec du fonctionnel, avec une zone spécifique sur laquelle je dois aller insérer un de mes bundles ou un de mon applicatif à moi, de mes bundles moi, dans un cadre de gestion de contenu. Est-ce que mes contributeurs de contenu auront accès à la possibilité de mettre des blocs ou des zones à moi applicatives à l'intérieur de tous les modules de gestion de contenu que propose l'admin Easy Publish? Donc là, on parle de modules en front-end qui vont remonter, par exemple. Exactement. Tout est fait en Twig en front-end. Vous prenez le site easyuncon.easyuncon.lz.no, c'est le site de la conférence de fin mai, qui est fait sur Easy Publish 5. C'est exactement ça. On utilise Easy Demo, donc qui est un site de démo basé sur du contenu standard, et on a créé nos propres contrôleurs pour faire des choses simples, inscription à une newsletter, formulaire de contact, ce genre de choses, qu'on a créé dans un contrôleur custom, et on a routé là-dessus depuis Twig en faisant un appel HMDC. Tout s'articule autour des routes. C'est-à-dire que dans mon bundle, je vais hériter mes contrôleurs, je vais utiliser les contrôleurs Easy dans mes bundles à moi pour intégrer finalement ma logique métier et ce que je fais à moi dans l'écosystème Easy. Soit dans vos contrôleurs, vous pouvez récupérer le repository de contenu dans tous les outils de manipulation de contenu Easy. Première chose, c'est transverse à l'application, c'est pas sandboxé. Soit depuis les templates Easy qu'on fournit avec Easy, qui sont des templates Twig standards, vous appelez vos propres contrôleurs. Soit depuis un contrôleur spécifique qui est votre contrôleur, vous ne chargez pas du tout une appli Easy, etc., vous lancez un Twig, et là, depuis Twig, vous pouvez appeler un contrôleur Easy Publish, qui est le contrôleur, par exemple, de vue de contenu,
pour monter un contenu en bloc Alors, ça, pour l'intégration des codes, quand ça reste au niveau code, ça reste très souple et j'ai pas de problématique. D'accord. Après, la problématique, ça va être quand on va être obligé, typiquement, quand on va avoir des contributeurs qui vont donc essentiellement avoir un accès à l'applicatif à travers l'admin, finalement Easy. Et moi, quelque part, mes applicatifs ou mes besoins vont peut-être devoir offrir la configuration pour être utilisé dans un contexte Easy. J'ai un bloc, j'ai besoin que le contributeur, au moment où il va dire je l'utilise là dans la homepage, je lui mets cette valeur et cette valeur-là par rapport à ce contexte-là. Je ne sais pas si je suis assez clair dans la façon de représenter, c'est que mon applicatif va avoir des impacts sur le back-office Easy. C'est-à-dire que, si j'essaie de rephraser, on doit pouvoir configurer votre applicatif custom depuis le back-office, typiquement. Après, typiquement, si mes contributeurs, si les contributeurs doivent avoir la main pour gérer certains modules custom, ils vont pas aller, je vais pas leur faire un back-office à moi et le back-office Easy pour aller se connecter et gérer les contenus de deux côtés. Ouais. Idéalement, dans un monde, il faudrait qu'ils aient accès à un seul et même outil pour administrer et gérer le contenu. Dans ce cas-là, on passe par là. On peut passer par la configuration, enfin le concept de configuration dans Easy Publish 4 qui est mirroré dans Easy Publish 5, donc dans Symfony 2, qu'on peut ensuite appeler depuis les contrôleurs front qui affichent, donc mirroring de configuration. Ou si c'est de la configuration qu'on stocke en base, d'une façon ou d'une autre, la base est accessible aussi du coup depuis le front de Symfony 2. Et ce qui veut dire que depuis le baco standard Easy qui est extensible, c'est un baco qui est extensible aussi depuis toujours, on peut faire ces onglets, ces sections de configuration de nos modules. C'est-à-dire que je pourrais rajouter moi dans l'admin Easy un onglet applicatif à moi. Ah complètement. Mais ça c'est un concept qui existe depuis assez longtemps dans Easy Publish. On peut customiser l'admin, on peut la refaire complètement. En fait, l'admin c'est un site standard Easy Publish. D'accord. Et justement le fait qu'il n'y a pas eu encore une migration complète de la stack, il y a encore besoin du legacy. Ce côté-là, si j'entends parler que le back-office n'a pas été encore migré, là à date, si je pars là-dedans, ça m'oblige à aller faire mes onglets à la Easy Publish 4. Exact. D'accord. Ça, c'est un problème actuel qui va se solutionner quand on aura transféré sur le truc. Exact. Okay. Ouais. Ça répond à la question ? Oui, merci. Ok, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions ? Bon. Eh ben, je vous remercie beaucoup.